Bonjour, nous voici dans un nouveau plateau fil rouge intitulé de l'Ukraine à la supply chain, les défis de la relocalisation. Donc en ma compagnie, Thomas Friedberger, qui est le directeur général adjoint de Tikeo Investment Management, Bruno Berthet, président directeur général d'Aresia, ancien RAFO, et Armand de Monliveau, directeur stratégie business développement de Tikeo S Capital. On vient de le voir dans la table ronde précédente, la crise environnementale et maintenant la crise de l'Ukraine pose le problème de la souveraineté. Il y a quelque temps, la souveraineté paraissait comme un sujet antique qui ne devait pas vraiment nous concerner. On voit que c'est revenu au premier point. Ça pose la question d'une certaine déglobalisation, relocalisation, déglobalisation. Donc c'est des termes qu'on doit intégrer dans notre vocabulaire quotidien. Les États, pour se protéger, ont besoin de remettre en place une certaine souveraineté par la relocalisation. Et donc je vais me tourner vers Thomas. Est-ce que l'Europe est armée pour faire face à cette crise ? Plus que ce qu'on peut croire à première vue, la mondialisation et avec la baisse continue des taux d'intérêt long terme et puis la baisse continue des taux d'imposition sur les entreprises, une des trois tendances qui a beaucoup aidé les entreprises partout dans le monde à générer des profits en croissance quasiment constante depuis une trentaine d'années. Effectivement, ces trois tendances-là ont commencé en même temps à s'inverser bien avant la guerre en Ukraine et même avant la crise de la Covid, avec les tensions entre les États-Unis et la Chine. Et donc, les entreprises qui ont finalement assez peu investi au XXIe siècle, parce que les taux étaient assez bas pour permettre cette génération de croissance des résultats sans vraiment investir sur le long terme. En fait, les entreprises vont maintenant devoir investir massivement dans un monde où mondialisation rime avec vulnérabilité. Et les entreprises vont rechercher de la résilience et cette résilience viendra d'investissements dans des secteurs comme la cybersécurité, la digitalisation, la transition énergétique. Et dans ce contexte-là, l'Europe est très bien placée pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Europe conjugue probablement les deux conditions qui, pour nous, seront nécessaires à la génération de résultats durables. La première, c'est la prise en compte de critères extra-financiers qui, pour nous, sont une source de génération de bénéfices financiers sur le long terme. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. La deuxième, c'est le positionnement sur des méga-tendances qui vont concentrer la croissance. La croissance va énormément ralentir dans les prochaines décennies, mais elle va se concentrer sur un nombre limité de méga-tendances. Et dans ces méga-tendances, il y a notamment la transition énergétique, qui est un secteur sur lequel l'Europe est leader. Et puis, dans un monde moins mondialisé, la taille du marché domestique compte. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants, donc c'est beaucoup plus que les États-Unis, par exemple. La faiblesse structurelle de l'Europe, ça a toujours été cette diversité culturelle, cette diversité linguistique qui fait que c'est compliqué pour une entreprise espagnole de faire du business en Allemagne, c'est compliqué pour une entreprise italienne de faire du business en Belgique, alors que c'est facile pour une entreprise texane de faire du business en Californie ou pour une entreprise de Pékin de faire du business à Shanghai. Donc, par rapport aux États-Unis et à la Chine, l'Europe a souffert de cette, on va dire, manque d'homogénéité du marché domestique. Si on regarde notre activité chez Tikeo, en quoi ça consiste ? Ça consiste au niveau private equity, par exemple, à prendre des participations, sélectionner des entrepreneurs, les accompagner dans leur stratégie de croissance en leur apportant non seulement du capital, mais aussi du réseau et de l'expertise pour aider des champions nationaux à devenir des champions européens. Et ça a beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Et si l'Europe arrive à faire ça, c'est pas tellement si, c'est puisqu'elle arrive à faire ça, c'est-à-dire créer des champions européens sur des méga-tendances comme la transition énergétique, la cybersécurité ou la digitalisation des process de production des entreprises, alors l'Europe a une carte à jouer maîtresse dans un monde moins mondialisé qui valorisera la taille du marché domestique. La carte de l'Europe, donc on le voit, il y a un paramètre important que tu viens d'évoquer, mais c'est la difficulté
être homogène. Mais pour aller à l'international, on voit bien l'avantage que les Américains ont un Californien par rapport à un Texan. Mais par rapport à la démarche vers d'autres pays, est-ce que cette capacité à négocier, c'est pas un avantage? Et dans le financement, c'est-à-dire que d'avoir la nécessité de s'accorder, finalement, quand on s'entend naturellement, on n'a pas cet impératif. On va voir, mais jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment joué en faveur de l'Europe. Mais en tout cas, le fait que il émerge par exemple de cette crise en Ukraine une vraie identité européenne, c'est-à-dire que non seulement les responsables politiques ont fait front, ce qui n'était pas gagné d'avance, sur la position adoptée par rapport à cette crise, mais en plus de ça, ça a fait naître un vrai sentiment européen, ou en tout cas ça a renforcé massivement le sentiment européen dans les populations. Il n'y a qu'à voir le pas ou les pas en arrière qui ont été faits par les partis nationalistes, notamment lors des élections présidentielles en France, sur la position vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire que ça ne paye pas aujourd'hui d'être anti-européen, fait que l'espoir de réunification, d'unification, l'union budgétaire également, l'union fiscale qui semblait impossible, semble un petit peu plus possible maintenant, puisque la communauté européenne a commencé à émettre des bonds européens pour financer le plan de relance post-Covid. Donc tout ça mis ensemble fait qu'il y a une cohésion européenne qui est en train de se mettre en place, que des acteurs du private equity et du financement de l'économie réelle comme Tikeo arrivent à aider des entreprises qui sont des champions nationaux à devenir des champions européens, selon nous, va créer énormément de valeur économique sur le long terme. Justement, on parlait de champions européens. Si la filière aéronautique et spatiale européenne fait référence au monde, c'est qu'il y a beaucoup de petits acteurs. Ces petits acteurs en sortie de crise ont besoin d'être accompagnés. On voit que sur les approvisionnements, c'est le cas de la crise en Ukraine, pose des problèmes de rupture. Est-ce que, là je me tournais vers Bertrand, la sortie de crise, quand on est une PME, ETI, comment on l'aborde? Alors, on peut commencer en rappelant qu'en chinois, le mot crise se traduit par deux idéogrammes. L'un veut dire danger et l'autre veut dire opportunité. Et que donc dans toute crise, et ça je crois que c'est une grande vérité, dans toute crise, il y a des opportunités. Dans le cas présent, en fait, on est en train de vivre une deuxième crise. Je ne sais même pas si on est totalement sorti de la première. On le verra dans quelques mois, puisque, notamment dans le domaine aéronautique, qui est un domaine qui, par essence même, a la volonté de relier les continents, de relier les gens entre eux. Si on prend l'avion, c'est bien pour aller d'un point A à un point B. En fait, on connaît successivement cette crise du Covid, dont on a l'impression d'être sorti, mais malgré tout pas totalement. Et puis maintenant, cette crise de sécurité majeure en Europe. Donc pour un acteur de la supply chain, aujourd'hui, très clairement, la nécessité de faire preuve de résilience, la nécessité de se consolider, la nécessité d'être plus robuste est d'autant plus importante. Dans le domaine de l'aéronautique, en fait, l'aéronautique civile, pour moi, c'était le meilleur exemple d'industrie que je prenais avant le Covid. C'était vraiment le meilleur exemple d'industrie globalisée. Pour moi, il n'y avait pas d'exemple plus globalisé que ce monde de l'aéronautique. Et puis les crises qu'on vit posent un certain nombre de points d'interrogation. Alors il était complètement globalisé, on sait bien qu'entre nous, que celui qui de la supply chain d'Airbus réussissait à être dans la supply chain de Boeing, c'était super, et réciproquement. Et finalement, il y avait pas mal d'acteurs, pas les tout petits franchouillards bien sûr, mais il y avait pas mal d'acteurs qui réussissaient ce syndrome. Ça va rester vrai, mais ça sera probablement moins prégnant dans notre monde, parce qu'on voit bien que la notion de globalisation complète est une notion qui est aujourd'hui
on va dire questionner, à défaut d'être mis en cause. Questionner, ce qui d'ailleurs est intéressant, parce que notre monde de l'aéronautique civile, finalement, on a des avions qui sont plutôt à rayon d'action moyen, hein, les monocouloirs, et ceux-là, ils vont bien, ils sont repartis, et puis on voit des cadences qui remontent et des prévisions qui sont très positives. Et puis il y a le monde du long courrier, celui qui en fait relie les blocs continentaux. Et le long courrier, aujourd'hui, c'est encore un petit peu la boule de cristal, sinon qu'on sait tous que ça va être plus compliqué. Donc oui, il y a une écharpe dans la mondialisation, dans la globalisation. On va probablement beaucoup plus raisonner en blocs continentaux, avec une question d'ailleurs subsidiaire que je soulève, c'est on voit bien le bloc américain, on voit bien le bloc asiatique, on voit bien le bloc africain, dont malheureusement on ne parle pas trop d'ailleurs dans le domaine aéronautique. Et puis le bloc européen, en fait, qu'est-ce que c'est le bloc européen? Est-ce que c'est l'Union européenne ou est-ce que c'est l'Europe géographique? Et selon ce dont on parle, c'est pas du tout la même chose. Or, quand on parle d'Europe géographique, actuellement, on a un gros problème, puisqu'on a un conflit majeur qui est ouvert au sein de ce bloc continental. Donc, vis-à-vis de ça, il faut que la supply chain se consolide. Néanmoins, l'aéronautique a aussi cela de particulier que c'est un secteur qui est extrêmement dual, parce que les lois de la physique font que, alors certes, avec la vitesse, ça change un petit peu, mais les lois de la physique font qu'un avion militaire et un avion civil, c'est quand même basé sur les mêmes équations. Dual, donc précisons, civil-militaire, dualité. Civil et militaire, oui, j'aurais dû le préciser, excuse-moi Max. Et donc, une supply chain nationale qui va s'ouvrir à l'international, avec un facteur de résilience qui est le domaine de la défense, puisque là, les habitudes de gestion de secteurs industriels géographiques sont bien établies dans l'aéronautique de défense. Là, c'est sûr, on ne parlait pas de globalisation, même avant le Covid. Et en plus, en France, on a la chance d'avoir des organisations qui sont bien en place. La notion de BITD, base industrielle technologique de défense, avec des services qui sont chargés de l'entretenir et d'en prendre soin, est un grand avantage. Et donc, l'une des visions qu'on peut avoir, c'est bien sûr pas la seule, pour un acteur de la supply chain, c'est de chercher ce pôle de résilience qui va l'ancrer dans un secteur géographique. Aujourd'hui, la France. Demain, très probablement l'Europe, puisqu'on a tous en tête que le programme SCAF va faire passer l'aéronautique de défense française à une taille européenne. Bloc de résilience, bloc d'attache physique dans nos régions géographiques. Là, on ne parle même pas de réindustrialisation, on ne parle même pas de relocalisation, on parle de poursuivre l'industrie telle qu'elle est et jouer cette carte de la dualité civile et de défense pour un acteur de la supply chain est, de mon point de vue, une grande sécurité. Merci. Armand de Monlivaud, donc on a plusieurs termes qu'on doit accorder et a priori ils sont antinomiques. Relocalisation, globalisation, donc la dualité, donc on imagine que quand il y a une crise guerrière, effectivement ça booste le militaire, le civil, donc on voit le contexte environnemental qui l'amène, qui lui donne l'injonction de trouver des recettes. Comment vous analysez cette situation de la relocalisation? Oui, alors effectivement, on parle pas mal de sortie de crise aujourd'hui. On a la chance d'être normalement en train de sortir de la crise du Covid et on est à peine sorti de cette crise-là qu'une nouvelle apparaît avec l'Ukraine. Et en fait, ce conflit en Ukraine nous rappelle aujourd'hui que les chocs, qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient économiques, en fait sont relativement fréquents et nécessitent des adaptations structurelles des supply chains. Et évidemment, l'aéronautique en premier lieu. Et peut-être prendre deux exemples concrets pour illustrer ça. Le premier, le Covid a montré
un certain nombre de dépendances à l'Asie, et notamment dans le domaine de l'électronique, et évidemment ça a été le cas dans l'aéronautique. Aujourd'hui, on parle de déglobalisation, comme le disait Thomas. Effectivement, un des enjeux, c'est de couper un certain nombre de dépendances et de réorganiser des filières, ce qui est pas simple, ce qui prend du temps, de réorganiser un certain nombre de filières, et l'électronique en est un bon exemple. Le deuxième point qui est assez parlant, et qui est dans le contexte de l'Ukraine, on réfléchit beaucoup aux conséquences du conflit sur un certain nombre d'approvisionnements de matières. Le titane, par exemple, en est un exemple emblématique. On a vu que des sociétés comme Airbus ou comme Safran sont très fortement exposées aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui étaient très fortement exposées à la Russie dans leurs approvisionnements de titane. Ça nécessite aujourd'hui de repenser une réorganisation des filières, une requalification des filières, et ce qui prend beaucoup de temps. Donc ces deux exemples montrent vraiment que les crises successives nécessitent une adaptation structurelle des supply chains. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Tikeo, effectivement, comme le disait Thomas, d'accompagner les acteurs de la supply chain, à la fois les acteurs de petite taille, de taille moyenne, pour préserver un certain nombre d'actifs stratégiques dans la supply chain aéronautique. Et également, il y a un enjeu de consolidation qui est évidemment fondamental pour permettre cette résilience de la supply chain. Et puis peut-être un dernier mot, on a beaucoup parlé d'innovation dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de la conception des futurs programmes aéronautiques dans un objectif de décarbonation. Il faut bien avoir conscience que la supply chain aussi, en dessous des grands donneurs d'ordre, va devoir suivre cet enjeu d'innovation qui est absolument fondamental. Parce que la décarbonation en tant que telle, elle va créer une demande, notamment dans les programmes civils, dans les 20 années qui viennent, puisqu'il va falloir renouveler les flottes actuelles qui sont moins performantes que les nouveaux programmes qui sortent aujourd'hui de chez Airbus. Donc, il y a un besoin, effectivement, de moderniser, d'innover dans la supply chain aéronautique pour permettre justement ces transitions et cette décarbonation de l'industrie. Merci. Bertrand, tu es le représentant de la supply chain ici. Donc ces mots qui sont dits, relocalisation, consolidation, comment toi tu te prépares à cette échéance de sortie de crise ? Alors, la supply chain aéronautique aujourd'hui est effectivement dans une équation qui est un tout petit peu compliquée. Elle a été pour pas mal d'acteurs fragilisée avec les deux lames de crise successives qu'on a connues, le Covid et la guerre en Ukraine, avec néanmoins une attention toute particulière que nous ont prêté les pouvoirs publics, puisque le plan de relance de l'aéronautique a été très bien dimensionné, avec une réaction globale de la filière qui a été plus que positive, et puis un acteur qui est aux manettes d'un fonds de consolidation qui se penche avec attention sur la supply chain. Alors après, aujourd'hui, les différents modes de secours de la phase du Covid vont se débrancher les uns après les autres, donc ça va être une phase de tous les dangers pour pas mal d'acteurs, d'autant plus qu'en parallèle, ce qui est très bien, les cadences redémarrent, et donc il y a un vrai besoin de rigueur, d'anticipation et d'optimisme de la supply chain qui est dans une équation aujourd'hui compliquée. Donc l'une des solutions à ça passe bien sûr par des actions de consolidation ciblées, ce qui n'est pas forcément compatible du très court terme, mais qui est une action qui est indispensable. Aujourd'hui, on a une supply chain en France qui est encore trop morcelée dans le domaine de l'aéronautique. Il y a pas mal de travail sur le sujet et un acteur regarde ça de très près, ce qui est positif. Et puis, aujourd'hui, le vrai sujet de la supply chain,
mais c'est pas très original, c'est un sujet de ressources, non pas tant de ressources financières, il y a bien sûr un sujet d'argent, mais peut-être avant tout un sujet de ressources humaines, parce que pour réaliser les beaux projets, pour faire avancer, ce dont la supply chain a avant tout besoin, c'est d'hommes. Et ces hommes, on les attirera en étant positifs, en délivrant tous ensemble un message positif sur le domaine de l'aviation. La journée d'aujourd'hui, je pense, est très importante et va dans le bon sens. Nous avons aujourd'hui, mais comme l'ensemble de l'industrie d'ailleurs, nous avons aujourd'hui des problématiques de recrutement qui sont l'un des sujets principaux de la supply chain de manière très concrète. Thomas, donc pour terminer notre plateau fil rouge, quelles sont les mesures à prendre pour accompagner efficacement la supply chain pour qu'elle soit au rendez-vous de la reprise ? Alors, il y a l'apport de capital, parce que si on regarde, par exemple, je me replace dans un contexte plus global, mais le rapport du Fonds européen d'investissement sur l'état de la capitalisation des sociétés européennes qui mentionne qu'en Europe, on manque d'à peu près 600 milliards de capitaux propres, en grande partie pour les entreprises de taille intermédiaire, donc celles qui sont concernées par la supply chain aéro. Donc, apport de capital patient, et de capital patient, plus d'autres choses. Et les autres choses, c'est de l'expertise, donc de l'expertise opérationnelle avec des operating partners qui sont mis à disposition de ces entreprises pour s'adapter à un environnement qui change, pour également faciliter la transition énergétique du secteur, qui n'est pas évidente. Et puis de l'apport de réseau, de network à l'étranger pour conquérir des marchés sur lesquels l'entreprise n'était pas positionnée historiquement. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais il y a encore une fois un très beau challenge. C'est quand même une industrie qui est le principal contributeur dans la balance commerciale européenne, et donc c'est une industrie absolument stratégique. La preuve, les fonds de place, pas seulement en France d'ailleurs, puisqu'on gère également le fonds de place espagnol dans ce domaine-là, Aerofondo, et donc cet apport de capacité pour les entreprises, encore une fois, les champions nationaux à devenir des champions européens est absolument crucial pour le secteur de l'aéro. Merci. Voilà donc cette analyse. C'est vrai que toute la journée, on va continuer à réfléchir à tous ces points. On en entendra parler encore consolidation, relocalisation, mondialisation. Ça fait partie du programme de toute la journée. Mais je pense déjà de l'édition 2023, certainement. Merci à tous.